Enregistrées, les autorités sanitaires continuent d'insister sur le respect des gestes barrières. Les autorités politiques tentent de ralentir la progression de l'épidémie avec des restrictions enrobées dans un état d'urgence décrété par le président de la République et assorti d'un couvre-feu nocturne entre 21h et 5h du matin. Des restrictions qui concernent que les régions de Thiès et de Dakar, deux régions qui concentrent 90% des infections au coronavirus. Cependant, il est constaté une montée des cas dans d'autres régions comme Kaolack et Diourbel. Notre invité est un ancien ministre de la Santé. Bonjour Modou Diagne Fada. Bonjour Babacar et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs du groupe Futur Média. Ministre de la Santé et de la Prévention, entre 2009 et 2012. Le dernier a occupé d'ailleurs le poste sous la présidence d'Abdoulaye Wade. La gestion de cette nouvelle phase de l'épidémie par les dirigeants actuels? Non, je crois que les dirigeants actuels font de leur mieux pour faire face à cette pandémie, j'allais dire à cette recrudescence de la pandémie avec cette deuxième vague qui est beaucoup plus envahissante, qui est beaucoup plus meurtrière même que la première. Je crois qu'à travers le Comité national de gestion des épidémies ou de la pandémie si vous préférez, les scientifiques qui y siègent, tout comme les politiques ou les décideurs qui y siègent, font de leur mieux pour ralentir le rythme de progression de la maladie, mais aussi pour sensibiliser la communauté nationale sur la nécessité d'observer scrupuleusement les mesures barrières qui sont normalement à la portée de tout le monde. Il faut le dire et de façon très claire, nous avons noté tous un certain relâchement de la part de nos compatriotes et aussi parce que la maladie est là, maintenant on est plus ou moins habitué à celle-ci, donc elle fait moins peur alors qu'elle est devenue plus dangereuse que tout au début de cette pandémie. En tout cas, je fais partie des gens qui militent pour une application rigoureuse des gestes barrières, mais aussi une présence beaucoup plus accrue de l'État du Sénégal en ce qui concerne la prévention des autres citoyens qui ne sont pas encore touchés, mais aussi le traitement des compatriotes déjà affectés. Et bien sûr, c'est l'occasion pour nous de présenter à nouveau toutes nos condoléances les plus sincères aux différentes familles éplorées, mais aussi souhaiter prompt rétablissement à ceux qui sont sous traitement et qui sont aujourd'hui au nombre de 3000 et quelques malades. Et c'est à ce niveau-là où il faudra véritablement insister, parce que plus le nombre de cas augmente, plus ceux qui auront besoin d'aller à l'hôpital augmentent, plus les cas graves augmentent. Et dans ce sens-là, il va être extrêmement difficile pour un pays comme le Sénégal de continuer à prendre en charge un tel flux de malades. Justement, les khalifes, par exemple, les khalifes des confréries mourides des Tidjanes ont pris la parole cette semaine directement ou indirectement pour appeler à la vigilance, au respect des mesures sanitaires. C'est parce que l'affaire est grave, très grave peut-être, mais la population ne sait pas tout, sans doute. On ne le dit pas tout. Non, je dis pas. Non, je crois que les autorités sanitaires n'ont aucun intérêt à cacher quoi que ce soit. Et d'ailleurs, elles auraient la volonté, elles ne peuvent pas. J'étais quand même ministre de la Santé et je sais comment l'Organisation mondiale de la santé, qui a ses représentants ici à Dakar, comment les scientifiques de façon générale suivent ce qui se passe dans les différents pays. Les chiffres qui sont donnés par le ministère de la Santé sont des chiffres réels, sont des chiffres vrais. Cela ne veut pas dire que ce sont des chiffres qui englobent la réalité de la maladie. C'est pas parce qu'on a dit qu'il y a 3 morts hier que forcément c'est 3 morts. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont morts de Covid-19 mais qui n'ont pas été recensés, qui n'ont pas été à l'hôpital, qui n'ont pas été au centre de santé, qui n'ont pas été à la consultation. Ces gens-là, il sera difficile donc des chiffres avec leur marge d'erreur. Avec leur marge d'erreur. Et comme dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça se passe. Mais je suis sûr que les autorités sanitaires donnent des chiffres qui sont vrais, qui sont viables. Et elles ne peuvent pas, elles n'ont aucun intérêt à cacher une situation. Maintenant,
les appels... Faut-il être pessimiste, Mamadou Diagne Fada? Faut-il s'attendre au pire, au plan sanitaire, social, économique? Mais non, je crois que si nos compatriotes ne sont pas suffisamment conscients de la nécessité de se confiner individuellement, c'est-à-dire que se confiner individuellement, c'est que chaque individu puisse se laver les mains régulièrement, puisse porter un masque quand c'est nécessaire, puisse observer une distanciation physique. Tant que nos compatriotes ne comprendront pas que chacun doit se confiner individuellement, mais bien sûr, le pire peut être là, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut mettre les Sénégalais devant leurs responsabilités. Aujourd'hui, l'affaire n'est plus médicale parce que nos médecins, nos infirmiers, il faudra d'ailleurs leur rendre hommage. Les autorités politiques, au premier rang desquelles le chef de l'État, le ministre de la Santé et tous ceux qui sont autour de ces autorités sanitaires font de leur mieux pour anticiper les situations, font de leur mieux pour mettre à disposition les moyens financiers, les moyens matériels. Mais le reste maintenant, c'est à nous, leaders politiques, c'est à nous, présidents de collectivités locales, c'est à nous, maires, c'est à nous, imams, c'est à nous, chefs religieux, de prendre le relais pour sensibiliser nos compatriotes. L'heure est grave et nous n'avons pas le droit d'avoir un autre comportement qu'un comportement citoyen, un comportement responsable pour faire face à la pandémie. Les restrictions n'arrangent pas les choses du point de vue social et économique, même si elles semblent nécessaires pour freiner le virus. L'état d'urgence auquel on a adjoint un couvre-feu pour Thiès et Dakar, et puis cette crainte ou ce souhait, c'est selon de l'étendre à d'autres ou à toutes les régions, ce serait justifié avec cette tendance à la hausse des décontaminations? Mais tout à fait. Moi, je serais tout à fait favorable à l'extension du couvre-feu dans d'autres régions du Sénégal qui sont aussi touchées, parce que tant que la circulation va exister entre Dakar, Thiès, qui concentre plus de 90% des contaminations, et les autres régions, cela va de soi que les autres régions aussi vont enregistrer davantage de cas. Et même mieux, je fais partie aujourd'hui des gens qui militent pour la fermeture, pour au moins 3 semaines, des écoles, donc des écoles maternelles, des écoles primaires, des collèges, des lycées, parce qu'encore une fois, les jeunes sont des porteurs presque sains de cette maladie, circulent avec le virus et transmettent le virus à leurs parents. Donc je crois qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour ralentir le rythme de progression de la maladie, il faudra au moins pour 3 semaines, à mon avis, suspendre les cours et reprendre les cours en ligne qui étaient dispensés aux élèves. Et il faut, à mon avis, aussi ajouter un couvre-feu total pendant les week-ends, parce que c'est pendant les week-ends que les gens organisent les cérémonies de baptême, les cérémonies de mariage, les voyages d'une région à l'autre. Bon, si on ne peut pas le faire le samedi et le dimanche, au moins faire à partir de samedi midi jusqu'au dimanche soir, instaurer un couvre-feu. Un couvre-feu diurne. Un couvre-feu diurne, hein, pour véritablement... il faut rompre la chaîne de circulation. Maintenant, il faudra prendre ces mesures-là tout en préservant les activités économiques. Parce que le Sénégal aussi ne peut pas supporter un confinement total. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y aurait peut-être... Il peut ne plus y avoir de morts de Covid, mais il pourrait y avoir de morts d'autres choses. Et c'est la raison pour laquelle il faudra trouver le juste milieu, hein, limiter la propagation, limiter un certain nombre d'activités pendant le week-end et ensuite fermer, suspendre les cours pendant 3 semaines. C'est pas de la rigolade le coronavirus pour vous alors? Non, du tout. Parce il faudra alors être beaucoup plus courageux, politiquement, administrativement. Tout à fait. Non, je crois qu'il faut donner davantage de pouvoir aux gouverneurs, aux préfets, parce que c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. L'état de la maladie n'est pas le même dans les différentes circonscriptions administratives. Et il faudra leur donner davantage de pouvoir, d'appréciation de la maladie dans leur département, dans leur sous-préfecture, dans certaines communes de leur département, et prendre les mesures qui s'imposent. Ce n'est pas de la rigolade, c'est une affaire très sérieuse. J'ai une formation de biologiste, je sais ce que c'est que le virus. Le virus, c'est pas la bactérie, le virus, c'est
organisme intelligent, c'est un organisme qui mute, qui change, qui a sa propre stratégie d'attaque et qui peut véritablement faire mal. Ce débat, vous parliez des pouvoirs à donner aux différents responsables de l'administration. Cela nous mène dans ce débat sur la modification de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège. L'Assemblée nationale a adopté la modification qui permet cette modification désormais au chef de l'État de décréter l'état d'urgence pour des raisons sanitaires ou en cas de catastrophe naturelle pour 1 mois maximum, renouvelable une fois sans passer par le Parlement. Ceux qui protestent, ils craignent des abus. Mais pas du tout. Moi, je crois qu'il y a rien qui change, sauf une adaptation à cette situation sanitaire que nous avons. Vous savez, les lois, elles naissent des événements. Si aujourd'hui nous parlons d'état de siège ou d'état d'urgence, c'est parce qu'il y a eu au Sénégal un événement malheureux en 68. Voilà, après ces événements-là, il fallait bien que l'État se réagisse. Aujourd'hui, nous avons une pandémie qui a surpris tout le monde. Auparavant, on ne parlait pas d'état d'urgence sanitaire au Sénégal. Il n'y avait que l'état d'urgence ou l'état de siège. Maintenant que cette pandémie est là, maintenant que nous ne sommes plus à l'abri de catastrophes naturelles, avec tout ce qui se passe à travers le monde, les typhons, les envahissements les inondations, je crois que nous devons aussi nous préparer à tout cela. Et c'est la raison pour laquelle je fais partie, en tout cas moi, des Sénégalais, qui se félicitent de ces nouvelles dispositions introduites dans la loi globale portant état de siège et état d'urgence, y ajouter une dimension sanitaire et une dimension catastrophe naturelle me semble être tout à fait pertinent, et c'est la raison pour laquelle, en tout cas moi, je félicite le chef de l'État pour cette mesure, mais aussi félicite la représentation nationale pour avoir voté une telle loi. La nouvelle bataille pour les pays du monde pour retourner à la question de la pandémie de Covid-19, la nouvelle bataille pour tous les pays de la planète, c'est l'obtention de vaccins. Plusieurs vaccins sont déjà sur le marché, mais pas forcément en quantité suffisante. Le Sénégal a déjà tracé sa stratégie de vaccination, double stratégie d'ailleurs, parce que le gouvernement compte sur lui. Moi, je ne peux pas avoir le même point de vue que... Vous savez, au mois de décembre 2019, la Covid est apparue en Chine. Nous l'avons reçue au Sénégal. On se battait, et vers le mois d'août-septembre, nous avions une situation plus ou moins stable. Mais dès le mois de novembre-décembre, l'affaire est revenue dans des proportions encore beaucoup plus inquiétantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que le froid est là, à chaque fois que les conditions sont réunies, le virus commence à circuler à nouveau. Si nous ne mettons pas en place un système pour arrêter net cette propagation, écoute, on va garder la même situation. Au mois d'août, ça va se calmer, au mois de septembre de même, et au mois de décembre, ça va encore revenir. Non, il faut une bonne stratégie de vaccination, parce que toutes les pandémies que nous avons connues à travers le monde ont été réglées par la vaccination. Il ne va y avoir donc de solution miracle. Moi, quand j'entends des gens plus ou moins parler dans un certain sens, je vous dis, mais écoutez, mais ils sortent d'où? On est dans un monde où les fake news sont très très fréquents. Moi, je ne pense pas que Joe Biden est assez inintelligent pour se faire vacciner, alors que le vaccin n'est pas bon, ou que Erdogan est assez inintelligent pour se faire vacciner. Non, arrêtons ce débat-là. Travaillons à mettre en place une bonne stratégie de vaccination. Faisons venir par tous les moyens les vaccins en Afrique de façon générale, et proposons-les aux Africains, proposons-les aux Sénégalais, parce qu'encore une fois, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça, toujours masqués, en réduisant nos activités politiques, nos activités économiques. Nous n'allons pas s'en sortir. En tout cas, moi, je milite pour la vaccination globale
de l'ensemble des sujets à risque. Et finalement, tous les sujets sont à risque en ce qui concerne cette pandémie. Parce que maintenant, écoute, auparavant on disait que non, ça tue les plus âgés, ça tue ceux qui ont des pathologies, etc. Mais maintenant, de plus en plus, on se rend compte que ça tue finalement tout le monde. Donc faisons attention parce que je l'ai dit, le virus est intelligent. Un virus, il est toujours intelligent. Entre le Sénégalais et le vaccin, c'est une vieille histoire. Les vieilles barrières sociologiques, cet antagonisme au vaccin, ce n'est pas que seulement avec le Covid-19. Oui, mais je crois qu'il faut briser ces barrières. Non, il faut briser les barrières. C'est pas une tâche facile. Non, mais il faut communiquer. Il faut communiquer et sensibiliser. Et ceux qui doivent se porter volontaires, en premier lieu, le fassent. Je l'ai dit, moi, je suis prêt. Dès que le vaccin est là, je suis prêt, moi, à vous faire vacciner. Et je suis sûr que beaucoup d'autres autorités seront prêtes à se faire vacciner. Maintenant, dans l'opinion sur les réseaux, il est souhaité que le président de la République le fasse en premier. Vous êtes aussi pour qu'il le fasse en premier. Non, mais je peux même l'accompagner pour le faire en premier. Moi, j'ai pas de problème. Il n'y peut pas y avoir de problème en ce qui concerne ces vaccins-là. Je crois que quand même, il faut faire confiance au monde scientifique. Il faut faire confiance aux scientifiques, que le vaccin soit produit par Pfizer, par Moderna ou par d'autres pays. Il faut se faire vacciner. Il n'y a pas une autre solution, parce que sinon, on entretient la maladie. Il ne faut pas être dans des stratégies d'entretien de la maladie. Il faut être dans des stratégies d'éradication de la maladie. Modou Diagne Fada, cette épidémie a toutefois provoqué, encore une fois, l'important débat sur la qualité du système sanitaire sénégalais, avec certes des ressources humaines de qualité. Vous l'avez même dit tout à l'heure, en rendant hommage au personnel de santé qui ont eu de bons comportements, de bonnes postures dans la gestion de l'épidémie à coronavirus. Donc des ressources humaines de qualité, mais avec malheureusement un plateau technique limité. Il est dit que de gros efforts sont faits. Vous avez été ministre de la Santé pendant 3 ans. Y a-t-il vraiment évolution entre ce qu'il y avait à l'époque et ce qui est constaté aujourd'hui, parce qu'on entend les mêmes complaintes? Peut-être pas, j'ai pas été ministre de la Santé pendant 3 ans. C'est vrai que c'était le 23 décembre 2009 au mois de mars 2012. Mais je confirme que beaucoup d'efforts ont été faits par le système de santé sénégalais, qui est un système résilient, un système performant, un système qui a une certaine expérience dans la gestion des épidémies. Et ce n'est pas pour rien que le Sénégal a été classé 2e à travers le monde. Et rappelez-vous, l'épidémie d'Ebola, l'épidémie de poliomyélite, il y a plusieurs autres épidémies qui ont traversé un certain nombre de pays africains et qui ont été freinées par le système de santé sénégalais. Je crois que les protocoles aussi ont toujours été les mêmes. Et même les acteurs n'ont pas beaucoup changé. Parce que, encore une fois, tous les acteurs que vous entendez ici et qui gèrent la Covid étaient aussi dans l'équipe que je dirigeais en 2010, qui s'appelle Professeur Seydi, qui s'appelle Dr Bousso, qui s'appelle Marie-Khémesse Ndiaye, qui s'appelle Mamadou Ndiaye. Tous sont des gens aguerris, compétents, qui connaissent bien la santé et qui travaillent pour leur pays. Bon, maintenant, les plateaux techniques, des efforts ont été faits. D'abord pour permettre aux citoyens d'accéder, d'abord financièrement, parce que la limite c'est un peu ça. Je crois qu'avec comment on l'appelle, la CMU, des efforts sont faits. Sur l'accessibilité aussi géographique, je crois qu'aujourd'hui, il y a un peu partout à travers le pays des centres de santé qui sont construits, et même les régions qui n'avaient pas d'hôpitaux aujourd'hui vont inaugurer leurs hôpitaux. Donc, je crois que des efforts réels sont faits. Et sur le plan aussi des équipements, rappelez-vous, il y a eu un moment donné où il n'y avait construire des hôpitaux est une chose, les équiper, qu'ils soient fonctionnels, en est une autre. L'exemple de l'hôpital d'Al Diam, un exemple qui vous concerne directement, l'hôpital d'Al Diam de Guédiawaye, vous étiez au poste ministre de la Santé quand le chantier avait été démarré, des travaux qui ont traîné sur des années. Un hôpital qui a coûté 51 milliards de francs CFA, financement du fonds saoudien, de la BID, etc. Après son inauguration en juillet 2016, tenez-vous bien,
On a attendu 2 ans encore pour voir un début de fonctionnement. Aujourd'hui, en 2021, il y a encore des services de cet hôpital qui ne sont pas opérationnels. Un exemple parmi d'autres. Oui, je disais, j'allais en venir, parce que les plateaux techniques, c'est un peu ça. J'étais en train de vouloir rappeler que il y a un moment où pour faire la dialyse, il faut venir seulement à Dakar. Maintenant, on peut le faire à Saint-Louis, on peut le faire à Kaolack, on peut le faire à Tamba et un peu partout. L'oxygène dont on a aujourd'hui besoin, les centrales d'oxygène, n'existaient qu'à Dakar. Aujourd'hui, les centrales d'oxygène existent un peu partout dans beaucoup de capitales, régionales, etc., Et ça va continuer comme ça. L'angiographie qui est à l'hôpital Le Dantec n'était pas là il y a de cela quelques années. Donc, des efforts sont faits sur le plan des équipements sanitaires. Mais bien entendu, il faut toujours poursuivre ces efforts-là. Le centre de traitement des maladies infectieuses qui vient d'être inauguré par le chef de l'État récemment constitue aussi une réponse concrète à la situation que nous traversons. Bon, maintenant, vous parlez de Dalal Jamm. Dalal Jamm, d'abord, je rappelle que c'était un projet présidentiel. Le projet était géré par la présidence de la République, naturellement, avec l'appui technique du ministère de la Santé. Et c'est comme ça que le projet a fonctionné. Et l'ambition de Dalal Jamm, c'était de devenir le plus grand hôpital de l'Afrique subsaharienne. Même d'être, en tout cas, un hôpital de référence. Et je crois que maintenant, un hôpital de référence, un hôpital de cette dimension, il faudra quand même mettre du temps avant de faire fonctionner l'ensemble des services, l'ensemble des équipements. Mais je crois qu'in fine, l'hôpital Dalal Jamm va garder ses ambitions d'être la première infrastructure hospitalière de la région sub-Sahara. Modou Diagne Fada, notre invité devant le grand jury, ancien ministre de la Santé, comme dit tout à l'heure, ancien ministre de l'Environnement, ancien ministre de la Jeunesse, vous occupez depuis avril 2019 le poste de directeur général de la Sonacos, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, l'industrie numéro 1 dans le secteur de l'agroalimentaire. Êtes-vous impacté, pour revenir à la santé, êtes-vous impacté par le Covid-19? Naturellement. La Sonacos est une boîte qui a beaucoup de relations avec l'extérieur. Presque l'essentiel de nos pièces de rechange, nous les achetons à l'extérieur. Donc, bien entendu, nos commandes n'ont pas été livrées. Beaucoup de nos commandes n'ont pas été livrées à temps. Nous expédions aussi beaucoup de cargaisons à l'extérieur, des cargaisons d'huile brute, des cargaisons d'autres marchandises vers l'extérieur, tout comme nous achetons des marchandises de l'extérieur. Oui, une entreprise comme ça est forcément impactée par... Et l'impact en chiffres, c'est quoi? Non, on ne peut pas. Alors, on ne peut pas le calculer. En fait, j'ai pas encore les chiffres au moment où je vous parle. J'attends qu'on a terminé l'exercice 2020. Bon, l'exercice 2019, déjà, comme vous le savez, pour la première fois depuis 10 ans, la Sonacos a présenté un bilan positif. Nous espérons répéter la même prouesse pour 2020, mais nous sommes à l'état à l'état préparatoire, donc pour aller vers un conseil d'administration pour le bilan 2020. Et après ce conseil d'administration, on pourra peut-être mesurer de façon beaucoup plus précise l'impact de la Covid-19 sur l'exercice 2020. À Sonacos, votre matière première, c'est l'arachide. Le gouvernement a dit que les récoltes sont estimées à 1 800 000 tonnes pour la présente campagne. Les objectifs de Sonacos entre 200 000 et 400 000 tonnes. Vous êtes loin, mais alors très loin même de ces chiffres. 3 250 tonnes seulement déchargées à Sonacos Ziguinchor à la date du 15 janvier 2021 sur un objectif de 35 000 pour Ziguinchor, 35 000 tonnes. Pour Diourbel, seulement 5 530 tonnes collectées à la date d'aujourd'hui, alors que vous attendez là-bas 40 000 tonnes. Sonacos Lindiane de Kaolack, seules 3 000 tonnes sont enregistrées. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Alors,
Il faut d'abord préciser que cette année, la Sonacos n'a pas déclaré d'objectif officiel. Nous avons, dès le début de la campagne, quand vos collègues nous ont interrogés, nous avons dit, nous avons trouvé des financements importants et nous étions prêts à acheter toutes les graines vendues à la Sonacos. C'était la stratégie pour cette année, pour éviter simplement qu'on nous dise, vous avez dit 200 000 tonnes, vous avez 50 000 tonnes, vous avez 200 000. Là, vous n'êtes même pas à 20 000. Là. Attends, non. Aujourd'hui, nous sommes à 29 000 tonnes. Ah. À aujourd'hui, nous sommes à 29 000 tonnes. Nous n'avons pas les mêmes chiffres. Mais bien, non, de toute façon, ce sont mes chiffres qui sont bons, parce que vos chiffres datent quand même d'un peu plus longtemps. Alors, à aujourd'hui, nous avons 29 000 tonnes de graines coques, auxquelles il faut ajouter 10 000 tonnes de graines décortiquées. Et si vous convertissez les graines décortiquées en graines coques, vous vous retrouverez peut-être à 15 000 tonnes de graines coques. Au total, donc, nous allons tourner autour d'un peu moins de 45 000 tonnes pour cette présente campagne. Largement mieux que 2000. Largement en deçà de vos capacités. Mais d'abord, largement mieux que 2019 et mieux que 2018 pour le moment, à date. Bien entendu, nos objectifs de collecte sont importants. Et pour rester dans les chiffres, aujourd'hui, Kaolack traîne les pieds. Nous avons 3700 tonnes là-bas quand même. C'est la dernière entité. Et c'est en ce qui concerne le tonnage collecté. Et CIB à 5533 tonnes aujourd'hui. Et Louga, qui est en tête, à 11 975 tonnes. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce chiffre à Louga. Aujourd'hui, ça fait très... C'est parce que c'est votre région Non, mais en tout cas, il y a une solidarité des opérateurs de Louga et je profite de l'occasion pour les remercier. Mais c'est parce que aussi, il faut le dire, nos amis étrangers préfèrent la variété 73 à la variété 55, qui est cultivée principalement dans la région de Louga et dans une partie de la région de Diourbel. Donc voilà un peu la situation que nous avons. Et à Ziguinchor et Kolda, nous avons 7700 tonnes. C'est vous dire que la situation est en train de se redresser. Elle est en train de se redresser. Et d'ailleurs, le week-end, j'entame une tournée d'encouragement de mes équipes, une tournée de mobilisation davantage de mes équipes à travers les différents sites de la Sonacos qui sont installés à Louga, à Diourbel, à Kaolack, à Ziguinchor et Kolda, pour véritablement booster la collecte et atteindre un chiffre important qui nous permettrait non seulement de faire revenir l'huile d'arachide dans le marché, parce qu'il faut le dire, l'année dernière nous n'avions que 28 000 tonnes. 28 000 tonnes ne pouvaient pas faire démarrer une usine, mais pour faire revenir l'huile d'arachide dans le marché, mais aussi pour pouvoir satisfaire un certain nombre d'engagements extérieurs que nous avons avec nos partenaires. Donc je voudrais vraiment rassurer les uns et les autres que la collecte a débuté difficilement, mais depuis quelques semaines, elle est en train de se redresser grâce, il faut le dire, aux mesures prises par le président de la République en Conseil des ministres, des mesures pour équilibrer les deux entités, la Sonacos et l'exportation, donc l'huilerie nationale et les exportations. Et je crois qu'aujourd'hui, le chef de l'État est en train de réussir cet équilibre parce que vous n'entendez plus les exportateurs gronder, parler, de même que de plus en plus, la Sonacos aussi trouve son compte dans ce qui se fait à travers la campagne. Donc chapeau au chef de l'État, chapeau aussi au ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, mais chapeau aussi à tous les acteurs de la filière. Parce que c'est une filière complexe, c'est une filière difficile, c'est une filière composée d'acteurs qui ont souvent des intérêts divergents, et c'est la raison pour laquelle parfois il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de discours, mais l'essentiel, c'est qu'on finit toujours par nous entendre et aller dans la bonne direction, parce que je crois que personne ne peut militer pour la mort de l'huilerie nationale, la mort de l'industrie locale, parce que si un pays pour se développer doit quitter, ne doit pas seulement se développer à partir du secteur primaire. Le secteur primaire c'est important, mais ce qui impacte dans l'économie, ce qui crée de la valeur ajoutée, ce qui crée de la richesse, c'est le secteur secondaire, et tous les pays se sont développés à partir du secteur secondaire. Vous dites que vous ne vous fixez pas d'objectif.
On ne peut pas fonctionner comme ça en tant qu'organisation. On ne dit pas qu'on ne se fixe pas d'objectif. Vous attendez concrètement combien de tonnes d'arachide pour la présente campagne arachidière on n'a pas déclaré en public nos objectifs. Mais ceux qui travaillent... Dites-le nous ici dans cette émission, devant le grand jury Modou Diagne Fada, quels sont vos objectifs de collecte cette année? Attends. Peut-être si vous voulez, je vais vous révéler un scoop, peut-être, sur ça. Mais il faut quand même qu'on soit précis. Nous sommes une entreprise, nous planifions nos actions, nous élaborons notre budget. Bien entendu, on ne peut pas à l'interne ne pas partir sur un certain nombre d'objectifs, parce que ce serait quand même gravissime. Sinon, on ne peut pas voir ce qui va se passer après. Non, nous avons des objectifs. Aujourd'hui, nous pensons que si nous atteignons pour cette présente campagne 2020-2021 100 000 tonnes, mais on aura fait une excellente campagne de collecte de possible encore Ah oui, c'est... L'arachide est-elle encore disponible? Avez-vous l'argent pour acheter? Mais l'argent est là, l'argent est disponible. Nous pouvons au moins compter sur 53 milliards de francs CFA qui nous permettraient d'acheter 150 000 tonnes de graines, parce qu'il y a 44 milliards attendus de l'AITFC, donc c'est la filiale de la Banque islamique de développement, et 10 milliards attendus de deux banques locales. Je ne veux pas faire de publicité, mais de deux banques locales qui soutiennent la Sonacos. Donc on n'aura pas un problème de financement. Le rythme de collecte semble très très lent, et les exportations suspendues, ça a repris. Oui, tout le monde, tout ce qui en tout cas tout le monde peut exporter. Bon, maintenant il faut respecter la réglementation, il faut respecter la charte des exportations qui a été élaborée. Il faut aussi payer cette taxe à l'export pour faire aussi vivre notre économie. On ne peut pas subventionner des graines d'arachide, subventionner les intrants, subventionner le matériel agricole et ne pas mettre une taxe. Une taxe qui décourage l'exportation? Non, pas du tout. Non, cette taxe est même soutenue par les exportateurs. Vous n'avez jamais entendu les exportateurs, en tout cas jusqu'à présent, dénoncer cette taxe de 30 francs sur le kilogramme de graines décortiquées, et tout comme aussi sur le kilogramme de graines coques, parce qu'il y a des gens qui font passer des camions par voie terrestre pour aller dans les pays de la sous-région. La logistique de Sonacos maintenant, entre la trituration, le raffinage et le conditionnement, ces vieilles machines qu'il faut remplacer. On vous a suivi dans une conférence de presse à Kaolack promettre de tout changer. Ce n'est pas encore le cas. Mais il faut dire que pour 16 ou 17 mois de gestion d'une entreprise aussi vieille, comme vous dites, de la Sonacos, on ne peut pas tout faire en 2 ans. Alors, mais ce que nous avons déjà fait est extrêmement important. D'abord, de toute façon, l'histoire de bons impayés, vous n'en entendrez pas parler, ce qui est déjà extrêmement important. Les longues queues devant nos sécos, où les gens passaient 7 jours, 8 jours avant de décharger, c'est aussi un vieux souvenir, donc qui est derrière nous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous apprendre que des ateliers qui étaient fermés depuis 10 ans ou 12 ans ont commencé à fonctionner à niveau. C'est l'extraction de Ziguinchor, parce que quand vous triturez l'arachide, vous produisez de l'huile brute et des écailles. Mais dans ces écailles-là, il restait encore des quantités d'huile extrêmement importantes et qu'on vendait comme ça. À Ziguinchor, aujourd'hui, nous pouvons extraire ces quantités d'huile qui restent dans les écailles pour pouvoir augmenter nos taux de rendement. Et ça a démarré à Ziguinchor. Et ça va être le même cas à Kaolack. Parce que nous avons 2 unités de trituration, c'est Sonacos Ziguinchor et Sonacos Lindiane de Kaolack. Et à Kaolack, tout comme à Ziguinchor, nous allons nous autonomiser en énergie pour réduire nos factures d'électricité. Nous consommons beaucoup d'électricité. Une grosse boîte comme la Sonacos ne peut pas être supportée par une entité comme la Sénélec. Ça, Lindiane Kaolack a réglé depuis très longtemps. Non, c'était pas réglé. C'était tombé en panne depuis 10 ans. Et c'est ça que nous sommes en train de... Vous avez parlé de vieilles machines, c'est ça que nous sommes en train de remettre. De remettre en état. Et ça va démarrer, Kaolack, ça va démarrer dans les mois à venir sa production d'énergie. Alors,
les ateliers de détoxification, parce que les tourteaux que nous faisons sont des tourteaux non traités. Et vous ne pouvez pas les écouler dans le marché européen, par exemple. Il faut les détoxifier, donc enlever les toxiques. Ces ateliers qu'ils faisaient aussi étaient en panne depuis 10 ans. Et nous allons les remettre en état cette année. Et sur fonds propres. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un exercice positif en 2019. Cela nous a permis d'économiser 2 milliards de francs CFA que nous avons réinvestis dans l'outil de production. Sans compter maintenant le soutien du chef de l'État, le président Sall, qui a donné des instructions fermes au ministre de l'Agriculture, au ministre des Finances et du Budget et à tous les ministères concernés pour une restructuration financière de la Sonacos, pour même une augmentation du capital de la Sonacos, pour effectivement permettre à la Sonacos de retrouver son lustre d'antan. Donc je crois que les perspectives pour la Sonacos, elles sont bonnes. Maintenant, pour que ces perspectives soient bonnes et soient impact sur l'économie, il faudrait qu'on fasse au moins une campagne de collecte de matières premières acceptable. Et en tout cas, j'ai bon espoir que les conditions sont aujourd'hui réunies pour qu'on puisse avoir au moins un minimum de 100 000... Le rendement dans l'agroalimentaire, c'est aussi la diversification des produits, ne pas faire que de l'huile et ses dérivés. Mais exactement, tout à l'heure, j'aurais pu en arriver. La diversification est un chantier important à la Sonacos. Et je n'ai pas attendu cette question pour me mettre dans ça, parce que c'est le chef de l'État qui a instruit les industries, qui a instruit tout le monde dans le cadre du programme d'action prioritaire accélérée et ajustée, à faire de telle sorte que l'industrie, que le Sénégal fasse cap à l'industrialisation. L'unité de fabrication de vinaigre du Roy de Diourbel, que tout le monde connaissait, qui n'était plus là depuis peut-être 15 ans. Aujourd'hui, le vinaigre du Roy est revenu dans le marché depuis 2020. L'unité de Javel va suivre au mois en 2000. Le Javel Baol. Le Javel Baol va suivre en 2020. Et l'usine de l'aliment de bétail de Diourbel aussi, qui était fermée, a recommencé à produire. Et aujourd'hui, nous avons des dizaines et des dizaines de tonnes de produits d'aliments de bétail que nous sommes en train de commercialiser à travers le pays. C'est vous dire que la diversification est un chantier. Et dans le cadre de l'agropôle centre, nous avons un certain nombre de projets, notamment de transformation de sel, de création d'unités d'aliments de bétail encore dans le salon, qui sont en chantier. Donc, la diversification est un chantier et nous sommes en train d'y travailler, encore une fois, grâce au soutien du président et au soutien de son gouvernement. Modou Diagne Fada, vous êtes également le président du conseil départemental de Kébémer, dans la région de Louga. Le débat sur l'éventuelle suppression des villes en tant que collectivité territoriale, votre position? Non, ma position, elle est très claire. Moi, je comprends nos amis des villes. Moi, je viens de la région de Louga, je viens de Darmoussi, je suis fier. Mes parents ne sont pas nés dans les villes. Donc je peux comprendre ceux qui sont nés à Rufisque, ceux qui sont nés à Dakar, ceux qui sont nés à Saint-Louis, ceux qui sont nés dans ces grandes villes, qu'il y ait une charge symbolique liée à la suppression des villes. Je peux les comprendre. Et je peux comprendre aussi leurs arguments. Je peux même accepter leurs arguments. Maintenant, si on est dans le cadre électoral, dans le cadre purement électoral, quand quelqu'un peut gagner la ville de Dakar, il doit pouvoir gagner le conseil départemental de Dakar. Parce que c'est... Le futur conseil départemental de Dakar apparemment. Ouais, Dakar, je dis, il ne devrait pas y avoir de problème. Quand quelqu'un a les moyens politiques... Mais pourquoi changer? Mais pourquoi ne pas changer? Mais attends, pourquoi aussi ne pas changer? Pourquoi nous devons seulement rester? Vous êtes président du département, oui. Vous avez 240 millions de budget. Oui, vous faites quoi avec? Mais attends, je ne peux pas faire grand-chose avec 243 millions, sauf peut-être faire des classes, faire des murs de clôture d'école, donner du matériel de reprographie. Donc le problème, c'est le fond, c'est pas la forme. Mais attends, non, mais du tout. Mais ça, le conseil départemental est une réforme qui vient de démarrer. La réforme n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Elle atteindra sa vitesse de croisière et les départements vont avoir plus de pouvoir même que les défuntes régions. C'est une réforme, la suppression des régions.
ça n'a pas été au goût de tout le monde. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens sont très fiers de présider des conseils de département, sont très fiers d'être appelés conseillers départementaux. Maintenant, il faudrait que ces collectivités locales soient dotées puissent avoir la possibilité de collecter des taxes, puissent avoir leur propre fiscalité pour avancer. Et je crois que dans l'esprit de la décentralisation acte 3, c'est un peu dans cette direction-là qu'il faut aller. Donc moi, j'ai aucun problème en ce qui concerne la suppression des villes. Et de toute façon, pour moi, ça n'a rien de politique. Maintenant, je peux comprendre que des politiques l'utilisent pour faire de la politique finalement politicienne. Mais ça, c'est de bonne guerre. Mais je crois qu'aujourd'hui, le président Idrissa Seck est un allié du président Macky Sall. Et la ville de Thiès va aussi peut-être sauter. Donc, mon frère Aliou Sall est un frère du président Sall. La ville de Guédiawaye va sauter. Donc, moi, je ne vois pas du tout de problème. Pourquoi faire de cette affaire-là un problème? Sauf maintenant, les Dakarois, Rufisquois, Saint-Louisiens, qui sont plus ou moins nostalgiques de ça. Ça, je peux les comprendre. Et je peux comprendre aussi leur position. Mais pour les politiciens, pour les politiques, il n'y a rien à dire. Ah. Vous dirigez le parti politique LDR-ISL et la coalition DISSO. Vous êtes allié du président Sall depuis la veille de la dernière présidentielle. Vous êtes tous les deux des anciens du Parti démocratique sénégalais. D'autres ex-PDS vous ont rejoint récemment, Idrissa Seck, Omar Sarr. Il semblerait que vous vous prépareriez à former un grand parti présidentiel. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous en discutez? Non, ce que je peux dire, et de façon très claire, c'est que moi j'ai toujours milité pour les retrouvailles de la famille libérale. J'ai toujours milité pour que les libéraux se mettent ensemble, les socialistes se mettent ensemble, les communistes se mettent ensemble, et ceux qui se réclament du nationalisme aussi se mettent ensemble. Je crois que nous y avons intérêt. La classe politique a intérêt à un assainissement de l'échiquier politique national. Clarifier les lignes. À une clarification des lignes et des idées. Parce qu'encore une fois, le débat politique ne doit plus être un débat personnel. Le débat politique doit être un débat d'idées, un débat de programme, un débat de thématiques. Et un grand courant libéral, dans lequel il y aurait peut-être des libéraux de gauche, des libéraux du centre, des libéraux de droite, ça ne devrait pas gêner dans un futur prochain. Tout comme un grand parti de la social-démocratie, où il y aurait peut-être des socialistes qui sont plus proches du centre, ou des socialistes qui sont vraiment des socialistes qui sont plus proches de l'extrême gauche, ça doit être aussi possible. Et comme il y a encore, semble-t-il, des communistes, moi je croyais que les communistes, il n'y en avait plus au Sénégal. Ça, c'est une petite pierre que je jette à mes amis communistes. Mais comme qu'il y en a encore des gens qui se réclament du communisme, mais on les laisse aussi faire leur croix. 300 partis politiques ou plus, c'est pas sérieux. Et que chacun puisse dire, moi je suis chef d'un parti, on ne connaît pas le siège, il n'y a pas de communiqué, vous ne participez pas à des élections, même pas sous forme de coalition. Mais vous vous glorifiez du fait que vous êtes chef de parti, mais ça pose problème. Et ça, c'est nous. Et ce qu'on a observé au niveau de la scène politique, au niveau des partis politiques, c'est la même chose au niveau des syndicats. C'est la même chose au niveau de certaines associations. Donc il faudra en arriver à clarifier le jeu politique sénégalais, à transformer le débat politique sénégalais en un débat d'idées. Et pour moi, la seule façon d'y arriver, c'est de faire de telle sorte que les choses soient claires. Moi, je peux être un libéral différent de Babacar Ndiaye, qui est aussi un libéral. Parce que le libéralisme, il faut l'écrire avec S. Il y a des choses qui sont valables en Europe, elles ne sont pas valables ici. Et moi, je ne les défendrai pas en tant que libéral, etc., etc. Et dans la social-démocratie aussi, vous verrez des gens qui vous diront non, nous sommes pour plus d'État, mais d'autres vous diront non, nous sommes pour mieux d'État. Faut-il s'attendre, Modou Diagne Fada, à une fusion alors de l'APR, de Rewmi d'Idrissa Seck, de LDR, votre parti, d'autres formations politiques qui répondent de la même obédience? En politique, il ne faut rien exclure. Est-ce que vous en discutez avec Macky Sall, le président de l'APR? Non. Il n'y a pas encore de discussion formelle, ouverte, entre les différentes chapelles qui tournent autour
du président Macky Sall. Toujours est-il que le président Sall, le président Seck, Modou Diagne Fada et les autres, nous venons d'une même formation politique, nous avons à peu près les mêmes idées politiques, nous avons aussi à peu près un certain nombre de points d'accord programmatiques, parce que de toute façon, nous sommes sortis de la même Votre souhait, c'est que tout ça se forme en une seule unité, un seul parti. Non, moi, dans le futur, je l'ai dit, dans le futur, vous savez, Senghor n'avait pas totalement tort à l'époque de parler de 4 courants. Parce que de toute façon, peut-être qu'il s'était rendu compte que si on ouvrait la mosquée pour permettre à tout le monde d'appeler le muezzin, d'appeler les fidèles, et peut-être que tout le monde allait le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce modèle-là atteint ses... Et donc, dans le futur, vous disiez... Non, je dis, dans le futur, est-ce que le futur, c'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est 10 ans, c'est 15 ans? Je ne sais pas, mais je reste constant sur un certain nombre de questions. Avant même d'être allié du président Macky Sall, je défendais le regroupement des partis politiques selon leur idéologie et selon leur doctrine, tout comme j'ai toujours soutenu le financement public des partis politiques. Alors, est-ce que dans ce souhait de revoir toutes les formations politiques qui répondent de l'obédience libérale, se réunir et de former une seule entité, est-ce que vous mettez votre ancien parti, le PDS d'Abdoulaye Wade et de Karim Wade, dedans? Mais bien sûr, le PDS est... Qui sont de l'autre côté de l'opposition. Mais là, on ne parle pas de pouvoir ou d'opposition. Là, on parle d'idéologie, de doctrine. Le PDS est... Mais la cohérence, c'est que quand les uns rejoignent les autres, qu'ils soient du même bord. Pour tout ça, c'est ça que... En fait, c'est tout ça qui m'amène à souvent dénoncer les positions crypto-personnelles. Il faudrait que moi, quand je m'oppose à Babacar Fall, que ça ne soit pas parce que c'est Babacar Fall, Modou Diagne Fada, mais parce que nous n'avons pas les mêmes points de vue. Nous n'avons pas la même idéologie. Nous ne défendons pas les mêmes idées. Et chacun étant sûr de la pertinence de ses idées, les défendent, les soutiennent pour l'intérêt supérieur du Sénégal. En fait, toutes les voies, la voie socialiste, la voie libérale, la voie communiste, la voie... d'autres voies doivent mener vers la construction du Sénégal, doivent mener vers l'intérêt général. Donc aujourd'hui, le PDS est un parti libéral. Maître Abdoulaye Wade, c'est le père du libéralisme en Afrique. C'est le fondateur du premier parti libéral africain. C'est le premier parti membre de l'international libéral. On ne peut pas parler de courant libéral, d'entité libérale homogène sans pourtant dire que le PDS devrait y avoir sa place. Bon, ça ne me gênerait pas du tout. Je milite encore une fois pour un assainissement de l'échiquier politique national, pour aussi une clarification des idées. Et maintenant, par la force des choses, aujourd'hui, il faut le dire aussi, le président Sall, qui est un libéral, son parti est membre de l'instance libérale, il est président de la République. Certainement, c'est la personnalité la mieux placée pour conduire cette dynamique de retrouvailles. Merci. Merci Modou Diagne Fada d'être passé devant le grand jury d'RFM. Vous êtes le directeur général de Sonacos, ancien ministre de la Santé. En politique, vous êtes le leader du parti politique RDR Yessal et de la coalition Disso. Vous y tenez. Merci beaucoup. J'y tiens, oui, pour mes amis de Disso, d'ailleurs, je les salue. Merci à Yaya et Abdou à la régie, à Magui au digital. Restez avec nous, les programmes continuent, le grand jury la semaine prochaine. Bonne fin de week-end.